On en convient, la transition de la parentalité, la période périnatale représente une période de grand bouleversement, de changement, donc à différents niveaux, biologiques, psychologiques, sociaux. Donc, c'est une période de vulnérabilité pour les mères qui peut, avec le stress que ça occasionne, vraiment se solder par soit l'apparition de nouvelles problématiques psychiatriques ou l'aggravation de troubles déjà préexistants. Donc, c'est une fenêtre de vulnérabilité donc importante et on sait que, Julie, tu peux faire apparaître les encadrés, que les complications obstétricales les plus fréquentes sont maintenant d'ordre psychiatrique, qu'une femme sur 5, donc 20 va vivre un problème de santé mentale durant la période périnatale. Donc, quand on parle périnatale, c'est vraiment qui couvre de la grossesse jusqu'à environ 2 ans postnatal. Et que il en reste un. Le taux de suicide est 70 fois plus élevé dans l'année qui suit la naissance d'un enfant que dans toute autre période de vie chez les femmes. Et de ce fait-là que la première cause de mortalité maternelle maintenant est le suicide. Donc, une période importante à bien évaluer. Parfait. Donc, quand on parle de transition à la parentalité, on n'a pas le choix, évidemment, de parler de grossesse et de l'impact sur la santé mentale, notamment des fluctuations hormonales qu'on y voit à ce moment-là. Donc, on voit avec la ligne orange qu'au début, c'est vraiment l'élévation du taux de progestérone. Pour faire un rappel, qu'il y a une incidence sur la fatigue, la dysphorie, donc sur les états plus dépressifs, mais qu'en fin de grossesse, temps 2, temps 3, donc c'est vraiment les élévations au niveau du taux d'oestrogène qui va avoir un impact au niveau de l'anxiété, de l'irritabilité, donc un effet antidépresseur, antipsychotique. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au T3, donc de la grossesse, ces niveaux-là d'hormones sont vraiment à des niveaux 1000 fois plus élevés qu'à la base, donc au niveau normal. Et qu'il y a une chute abrupte de ces taux-là en postpartum à la naissance de l'enfant, bon, suivant l'expulsion du placenta, etc. Donc, dans quelques heures suivantes, on voit vraiment une diminution rapide. Donc, il y a un changement majeur, abrupt, qui rend vraiment cette période-là beaucoup plus vulnérable pour certaines mères qui peuvent être à risque de développer certaines problématiques s'ils sont plus vulnérables aux changements hormonaux. Parfait. On peut... Donc, ce qui m'amène à vous parler des problématiques au postpartum. Donc, les troubles dits classiques, ce qu'on entend plus particulièrement, c'est vraiment le blues postpartum, la dépression postpartum et évidemment la psychose postpartum, sur laquelle je vais m'attarder un peu plus. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails du blues, de la dépression, juste à savoir que le blues, c'est durant les 2 premières semaines postpartum, que la dépression va davantage se présenter dans les 4 à 6 premières semaines, mais qu'il existe quand même, il faut être vigilant là, durant les 3 à 6 premiers mois où la dépression peut apparaître. Pour ce qui est de la psychose, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a comme données cliniques, comme élément dans la littérature, c'est que c'est presque toujours une variante du trouble bipolaire. Que ce soit un trouble qui est connu déjà chez la patiente ou souvent qui débute en postpartum. Donc, une bonne proportion, environ 40% de mères qui vont débuter un trouble bipolaire dans un contexte postpartum. Donc, parce que aussi les bipolaires sont beaucoup plus vulnérables aux changements hormonaux, donc à l'aggravation de l'instabilité affective. On peut changer. Donc, plus précisément, la psychose postpartum, bon, elle est rare, c'est une complication qui est rare, qui touche 1 à 3 femmes sur 1000 naissances. Qui a un début rapide. Donc, c'est pour ça la période de vulnérabilité du 1 mois, là, elle est très importante. Donc, habituellement, ça va se présenter de façon quand même assez rapide et majeure entre le 3e et le 10e jour, suivant l'accouchement. Surtout, évidemment, dans un contexte où il n'y a pas de traitement pharmacologique adéquat, où il y a une mauvaise adhésion, soit quand c'est le début d'un trouble, donc la mère ne sait pas qu'elle va faire l'entrée dans la maladie, ou s'il y a une mauvaise adhésion, faible autocritique, l'intention d'allaiter aussi, qui fait que la personne ne prendra pas sa médication, peut rechuter. Donc ça, j'y reviendrai au niveau de l'allaitement aussi vers la fin. C'est l'une des plus grandes urgences donc, psychiatriques de par les symptômes, la sévérité, mais aussi le risque suicidaire, qui est de 5%, le risque d'infanticide aussi de 4%. Donc, c'est une entité psychiatrique majeure. Une hospitalisation s'impose, évidemment, presque toujours pour, évidemment, prévenir la mortalité aussi maternelle, infantile, tout ça. Il y a quand même un très bon pronostic de rémission complète avec le traitement adéquat aussi. Donc, on ramène vraiment à un état le plus normal possible à ce moment-là. Parfait. Donc, plus précisément, dans les symptômes, je vais y aller assez rapidement quand même. Là. Il va y avoir quand même, ce qui se dégage, c'est qu'il va y avoir un état confusionnel aigu chez la mère à ce moment-là, une désorientation, des pensées désorganisées, l'irritabilité, de l'agitation. C'est sûr, des variations aussi de l'humeur en lien avec la frange thymique qui va être davantage présente à ce moment-là.
Les croyances, évidemment, bizarres, délirantes sur la santé de l'enfant, sur le fait que l'enfant est perçu comme menaçant. Donc, il y a différents types de croyances qui peuvent être présentes à ce moment-là. Il y a toujours les hallucinations qui peuvent être présentes également à ce moment-là. Et une forte incidence d'idéation suicidaire et homicidaire, soit des idées de néonaticide et d'infanticide. Donc, le néonaticide, pour préciser, c'est vraiment le meurtre d'enfant, l'homicide d'enfant de 24 heures de vie et moins. Infanticide, 24 heures de vie et plus. Donc, parfait. Quand on parle de psychose postpartum, on s'attache également à mieux comprendre la psychose dans le contexte de la schizophrénie. Donc, en grossesse, plus précisément, la maladie est relativement stable de par la protection du niveau d'œstrogène, donc il y a un effet antipsychotique. En postpartum, la période de vulnérabilité est aussi dans le premier mois, mais c'est un peu plus, on est toujours vigilant là, dans la première année, ça c'est certain, mais bon, ce qu'on sait, c'est que dans un 9 mois, c'est un peu plus vulnérable comme période. Donc, l'apparition est plus tardive. C'est souvent moins associé aux variations franches hormonales, mais beaucoup plus au stress occasionné par la parentalité, nouveau rôle, nouveaux défis, la fatigue, les rythmes de veille-sommeil, le rythme circadien qui est un peu perturbé. Donc, il va faire en sorte que les risques de rechute sont plus grands. Certaines données indiquent aussi que le risque donc, de rechute psychotique est 20 fois supérieur dans l'année qui suit une naissance que dans les 24 mois qui précèdent l'accouchement. Dans notre réalité clinique, moi, où je suis en psychiatrie périnatale aussi, on se rend compte finalement que sans traitement, le risque de rechute vraiment des mères qui ont un diagnostic de schizophrénie peut s'élever à 50 % dans le premier mois. Donc, c'est pour ça que la médication est rapidement augmentée au-delà du seuil limite efficace, du niveau efficace là, de la médication. Ça va être quand même augmenté dans ce premier mois-là, vraiment pour éviter là, toute rechute. Il ne faut pas oublier non plus d'observer les éléments de dépression sévères avec caractéristiques psychotiques. Ça reste quand même parmi les dépressions les plus sévères à vie dans un contexte périnatal, surtout évidemment s'il y a éléments psychotiques. Le risque est là aussi d'idées suicidaires, homicidaires, soit suicide dans un contexte psychotique ou altruiste aussi s'il y a vraiment une fusion avec l'enfant importante. Parfait. Bon, tout ça, c'est sans oublier, puis je tenais à le préciser, toutes les autres complications psychiatriques périnatales qui peuvent être présentes, qui peuvent venir complexifier le portrait clinique chez la mère. Donc, il faut s'en soucier, il faut faire du dépistage, il faut s'assurer qu'il n'y a pas, parce que il n'y a pas d'autres problématiques, parce que c'est des éléments qui sont possibles, des entités qui sont possibles, là, qui puissent être présentes. Donc, qu'un désordre psychiatrique déjà préexistant, comme la schizophrénie, par exemple, ne protège pas contre ces autres types de complications. Donc, on peut aussi, par exemple, avoir un épisode de dépression assez complexe suivant un épisode psychotique. Donc, c'est important de faire vraiment l'analyse de tout ça. On peut changer. Juste pour appuyer aussi ce que je dis, une récente étude quand même a démontré que chez les mères, chez les femmes devenues mères avec une historique d'hospitalisation au courant de plusieurs années, donc démontre que celles qui sont devenues mères, finalement, on voit davantage d'élévation au niveau des admissions pour des différentes problématiques psychiatriques. Dans la période, vous voyez là, la flèche rouge là, pour le premier graphique, dans la période vraiment du 1 mois postpartum. 1 à 4 semaines, on voit vraiment une élévation plus importante, tout diagnostic confondu. Par ailleurs, aussi, lorsqu'on y va de façon plus spécifique dans les admissions par rapport aux épisodes psychotiques, donc là aussi, il y a une franche augmentation là, des cas dans le premier mois postpartum. On peut changer. Pour ce qui est des facteurs de risque, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps. Donc, on sait qu'il n'y a pas d'étiologie unique, c'est multifactoriel. J'attire votre attention dans l'encadré en gris, au-delà des changements hormonaux, la fatigue, les changements au niveau du biorhythme qui peuvent amener la mère à vivre des états psychotiques. Il y a vraiment des éléments qui sont ressortis plus importants dans la littérature, comme l'historique de psychose antérieure, mais aussi les antécédents de psychose personnelle. Donc, si on a déjà fait une psychose postpartum et familiaux. Donc, les premiers points là, sont quand même importants à considérer au niveau de la psychose. Puis le reste, ça a trait plus aux facteurs d'événements de vie stressants et tous les autres facteurs de stress qui vont augmenter le risque de développer un épisode psychotique. On peut changer.
Pour ce qui est de l'intervention durant la grossesse, bien évidemment, c'est important de développer un projet de prise en charge pour toute la période périnatale qui va inclure vraiment tous les acteurs principaux, toutes les équipes en psychiatrie, en obstétrique, les sages-femmes, tout ce qui est aussi au niveau des intervenants sociaux. Ce qu'on veut, c'est soutenir la capacité à ce moment-là, durant la grossesse de la patiente, à prendre soin d'elle, avoir une saine hygiène de vie, parce qu'on sait que ça peut être un enjeu important chez certaines personnes chez certaines femmes qui ont des troubles mentaux sévères, persistants. Il peut y avoir un peu plus de lacunes à ce niveau-là, donc c'est important de s'en préoccuper. On sait aussi que la collaboration au suivi obstétricaux est parfois moins bonne chez les mères qui ont plus de problématiques de par la désorganisation. Ça peut être des troubles anxieux aussi qui sont présents, donc vont moins bien collaborer, se rendre à leur suivi. Donc, ils ont davantage aussi de complications obstétricales. On peut les voir plus à ce moment-là si le suivi n'est pas adéquat, s'ils ne prennent pas non plus bien soin d'elles, s'il y a de l'abus de substances, etc. Donc, c'est important d'en tenir compte. On veut encourager le soutien de la famille, le soutien social global. On veut faire de l'éducation psychologique aussi pour la mère aux différents enjeux de la période périnatale. C'est important, développer son autocritique. Évidemment, il peut y avoir des interventions qui sont faites dans un contexte de consommation. Il y a les interventions familiales aussi et lorsque c'est possible, évidemment, de vraiment amener la mère à suivre une psychothérapie pour déjà traiter, même durant la grossesse, les problématiques qu'on voit à ce moment-là ou les comorbidités. Pour ce qui est de la prise en charge postnatale, donc, on veut évidemment poursuivre ce suivi-là intensif. Ce qui est surtout important quand la mère a donné naissance, c'est vraiment d'éviter de la laisser seule pendant le premier mois. On en a parlé beaucoup. On sait que c'est un moment critique. Donc, à la maison, oui, à l'hôpital, il y a un plan également, mais à la maison, il faut vraiment faire en sorte que la mère soit jamais seule, qu'il y ait toujours des proches avec elle, du soutien. Donc, on veut favoriser les visites aussi psychiatriques qui sont plus rapprochées à ce moment-là, à chaque semaine, des visites d'intervenants sociaux. On veut encore là encourager l'hygiène de vie, favoriser le biorhythme. Ce qu'on veut dire aussi par là, évidemment, c'est de favoriser que la mère puisse vraiment se reposer, dormir et que ce soit le conjoint, que ce soit la mère ou le père de la femme qui a accouché, donc qui puisse être là, se lever la nuit, alimenter l'enfant. Donc, c'est important pour que la mère puisse se reposer. Donc, on favorise aussi l'utilisation de ressources d'aide, des groupes de soutien. On veut soutenir les compétences parentales et aussi, bien évidemment, il y a tous les autres types d'interventions plus individuelles, plus précises, comme la psychothérapie aussi, qui peuvent être mises en place. Parfait, on peut changer. Quand on parle de ça, justement, OK, bien, juste reculer un petit peu. Vous avez ici, je ne le décrirai pas, mais c'est vraiment les principaux aspects qui peuvent être couverts dans les interventions psychosociales un peu plus précises ou lorsqu'il y a vraiment un requis de psychothérapie pour traiter les troubles psychiatriques, les comorbidités. Donc, vous avez les principaux aspects qu'on va aborder à ce moment-là. On peut changer. Donc, la pharmacologie et grossesse, ben, c'est vraiment pas mon domaine d'expertise, sauf que c'est important quand même d'avoir quelques notions, de savoir les enjeux à ce moment-là pour pouvoir en discuter avec la mère, parler de certains risques. Donc, ce qu'on veut savoir finalement, ce qu'on veut nommer, c'est important d'évaluer les risques pour la mère et l'enfant à ce moment-là, c'est-à-dire les risques associés à une maladie non traitée, à la prise de la médication. Donc, il y a toujours vraiment une balance qui va être faite, à savoir qu'on veut qu'il y ait une prise de médication qui soit faite si vraiment ça apporte beaucoup moins de risques dommageables que de ne pas traiter la maladie, de faire en sorte que le bébé soit exposé finalement à la maladie de sa mère avec toutes les conséquences que l'on connaît. On doit parler aussi de l'allaitement. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que le lait maternel, c'est une alimentation de choix, c'est sûr. C'est toujours frais, très riche en nutriments essentiels, dont les oméga-3. C'est dans des concentrations qui s'adaptent aux besoins de l'enfant. Ça contribue à l'attachement. Il y a des données rassurantes aussi quant à la sécurité de plusieurs ISRS en allaitement, même si ça passe toujours dans le lait. Il peut y avoir quand même période d'allaitement. Toutefois, ce qui est important de préciser aussi à la mère, dans son éducation psychologique aussi, avec le médecin, c'est que l'allaitement donc, peut être aussi une tâche parfois épuisante, stressante, peut nuire aux besoins de sommeil de la mère, donc altérer le cycle circadien, alors qu'on sait que pour certaines, dont les bipolaires, ce rythme-là est très important, va augmenter le risque de rechute.
Souvent, la médication aussi qui est nécessaire en postpartum pour traiter la mère ne va pas être compatible avec l'allaitement, notamment là, les psychostimulants, les thymorégulateurs, certains antipsychotiques, évidemment, la plupart en fait. Donc, pour cela, l'allaitement va être peu recommandé. On veut que la mère se repose, dorme le plus possible et qu'elle se traite vraiment pour éviter les rechutes. Tout ça dans un contexte où on doit déculpabiliser la mère par rapport à son sentiment de compétence si elle ne peut pas allaiter, si on lui suggère de ne pas allaiter, et de soutenir l'attachement autrement dans un contexte de nourrir son enfant. Donc, ça peut être très, 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 très bien aussi d'avoir un biberon bien collé avec son enfant. Donc, voilà, vous avez quelques sites d'intérêt concernant la périnatalité et la psychiatrie. Je vous remercie. Inévitablement, lorsqu'un de nos jeunes est ou devient parent, je pense que l'équipe se pose la question là, à savoir est-ce qu'on doit ou non effectuer un signalement, signaler la situation à la protection de la jeunesse. Vraiment, le signalement vise à mettre en lumière une situation où la sécurité ou le développement de l'enfant est peut-être compromis. Donc, dans le fond, le rôle de l'intervenant au PEP, c'est plutôt de nommer des inquiétudes à un de nos partenaires qui est légitimé d'évaluer la situation de fond en comble, mais ce n'est pas à nous de nous positionner là, quant à la situation de compromission. Ça fait partie d'une obligation légale dans l'exercice de notre protection. Donc, quand il est question de protection de l'enfance, la règle de confidentialité, le secret professionnel, ce n'est pas quelque chose qui s'applique. Donc, on se doit de signaler une situation sur laquelle on a un doute de préjudice envers un enfant. Se rappeler que le bien-être de l'enfant est toujours central dans les interventions qui vont être mises de l'avant, autant par l'équipe clinique que par les intervenants en protection de la jeunesse. Puis c'est vraiment super intéressant de voir comment l'évaluation de la vulnérabilité de l'enfant et son âge va influencer une intervention ou non du DPJ. Et finalement, voir le signalement parfois comme un outil qui peut amener un changement dans l'attitude ou le comportement du parent, qui peut pour l'équipe devenir finalement une option pour un arrêt d'agir, si on pense entre autres à des comportements dommageables comme la consommation. Il y a aussi certains enjeux qui vont être associés au signalement. Bien, premièrement, ça peut créer du stress chez le parent, puis on le sait que nos jeunes atteints de psychose sont souvent plus fragiles aux situations de stress. Il y a toujours un risque là, dans les situations, je veux dire, selon un continuum, que l'enfant soit retiré du milieu de vie familial, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment une mesure ultime, puis il va y avoir plusieurs autres alternatives qui vont être évaluées avant d'en arriver là. Signalement est toujours anonyme, mais il peut rendre l'équipe inconfortable. Parfois, il y a toujours assurément un risque que la personne nous associe au signalement, même s'il est anonyme. Des fois aussi, ce que je constate, c'est qu'en équipe, on cherche à avoir une cohésion, là, que tout le monde s'entende, est-ce qu'on doit ou non signaler la situation, la protection de la jeunesse. Mais dans les faits, c'est vraiment une responsabilité individuelle. Puis, moi, je rappelle toujours que si quelqu'un n'est pas à l'aise puis que considère qu'il doit signaler, il y a l'autonomie et le jugement professionnel pour le faire. C'est sûr que le signalement peut amener un bris dans l'alliance qu'on a développée avec le jeune. Moi, j'essaie toujours là, ici en équipe de prôner la transparence, puis que le plus possible, on soit en mesure de nommer les motifs à la personne atteinte pour lequel on a dû signaler. C'est sûr que sur le coup, ça peut choquer, puis amener soit méfiance ou briser quelque chose dans le lien qu'on a avec la personne, mais ça peut aussi devenir un levier super intéressant pour nos interventions, puis mobiliser la personne par rapport à un changement qui est requis là, dans l'exercice de son rôle parental. Il y a parfois une méconnaissance du trouble psychotique par nos collègues en protection de la jeunesse. Donc, de ne pas hésiter à faire de l'enseignement, puis aussi quand on présente une situation, d'amener les facteurs de risque, les facteurs de protection qu'on a évalués, qui va aider nos partenaires à bien orienter une décision. On va aussi chercher à collaborer avec l'équipe médicale obstétrique. C'est sûr qu'en amont d'une naissance, c'est super intéressant avec la jeune femme ou le papa de mettre en place un filet de sécurité pour la période qui suit l'accouchement. Aussi, quand on a la collaboration de la maman, ça va prendre la forme d'une lettre. On va effectuer certaines recommandations à l'équipe médicale obstétrique via une lettre qui, la patiente doit collaborer et être volontaire à la remettre au moment de l'accouchement. Dans cette lettre-là, on va inclure évidemment des explications sur le diagnostic, la médication qui est prescrite, les coordonnées de l'équipe traitante, puis certaines recommandations peut-être plus spécifiques
en lien avec les risques que ma collègue Lisanne vous a présentés. Donc, on va proposer que la patiente ait une chambre privée, puis qu'il y ait un regroupement des soins autant au bébé qu'à la maman là, pour éviter la surstimulation. Prolonger les séjours hospitaliers jusqu'à 5 jours. Faire évaluer la patiente par l'équipe de psychiatrie de liaison, là, vraiment tout de suite post-accouchement et immédiatement avant le retour à la maison. Que bébé soit en pouponnière si requis. Là, des fois, il y a un inconfort à le faire, mais si requis pour un sommeil récupérateur et aussi favoriser que maman ne soit pas seule avec bébé durant le séjour hospitalier. Il reste seulement 9 minutes. Hein. Parfait. Je ramasse en 4 minutes pour qu'on ait les questions. Je vais aller à l'essentiel. En fait, lorsqu'un jeune qu'on suit va exercer un rôle parental, peu importe l'âge de l'enfant, on peut s'inquiéter à savoir les impacts possibles sur le rôle parental. Puis cette diapo-là, je souhaitais vraiment attirer votre attention sur la nuance entre les capacités et les compétences parentales qui peuvent vraiment amener une analyse différente de la situation. En fait, c'est intéressant de se questionner sur les compétences parentales du parent passé versus actuel. Souvent, on se rend compte qu'il s'agit d'une situation transitoire où la personne atteinte a perdu temporairement ses capacités parentales en lien avec fragilité de l'état mental ou l'émergence d'un trouble psychotique. Puis, par exemple, va avoir de la difficulté à assurer les soins physiques, plus de difficulté à se mobiliser dans les soins à l'enfant, peut-être de la difficulté à instaurer une routine. Mais dans les faits, avant, il avait les capacités de le faire. Donc, c'est intéressant de voir, des fois en allant chercher l'info collatérale, comment c'était avant. Est-ce que ça allait bien dans l'exercice de son rôle parental ou il y avait des lacunes? Ça va aider à cibler nos interventions puis à référer aussi aux bons services, là, à savoir s'il y a vraiment une perte temporaire des capacités que la personne va retrouver quand on va aller mieux ou si on est plus dans une situation où les compétences n'ont jamais été présentes au long cours. Intervention à préconiser auprès des parents. La liste n'est pas exhaustive, là, simplement, bien évidemment, c'est des interventions autres que celles qui sont attendues du programme PEP, mais je voulais attirer votre attention sur promouvoir le lien d'attachement. C'est super important là, dès la naissance de l'enfant, donc soutenir l'interaction parent-enfant, encourager les interactions positives du parent à l'égard de son enfant, favoriser le sentiment de compétence du parent, la valorisation, qui vont venir avoir un impact sur l'attachement. Puis il y a aussi de porter attention à la parentification. Donc, lorsqu'un enfant va prendre des responsabilités plus importantes que son âge le voudrait, qui va prendre les responsabilités de l'adulte, même des fois dans une période où que le parent va moins bien, il peut agir en tant que parent de son propre parent ou envers sa fratrie, on peut le voir chez l'aîné. Donc, faire de la sensibilisation, du reflet à ce niveau-là pour tenter de modifier ce comportement-là de parentification qu'on peut observer. De la même façon, certaines interventions auprès de l'enfant, c'est super important de créer un lien de confiance avec l'enfant. C'est rassurant pour l'enfant de connaître c'est qui l'intervenant de papa ou maman. Puis on s'attache au fil du suivi. L'enfant nous voit souvent, donc on devient une personne significative pour lui. Prévoir des scénarios en situation de crise. Dans le fond, c'est qui mon filet de sécurité? C'est qui dans l'entourage qui est significatif pour l'enfant pour ne pas être mal pris avec une situation un vendredi 3 heures où le parent va moins bien puis on n'a pas de filet de sécurité dans les membres de l'entourage. Important de briser le secret, de dédramatiser. Dans le fond, pour l'intervenant, ça peut sembler assurément évident. Mais c'est important de soutenir et encourager l'entourage aussi à le faire. Je pensais à une de mes jeunes femmes, quand elle était hospitalisée, la grand-mère disait à sa fille qu'elle s'en allait en voyage alors que finalement elle était hospitalisée parce que l'état mental allait moins bien. Donc, c'est important d'informer l'enfant sur la maladie de son parent, sur ses symptômes. Souvent, l'enfant il est conscient que leur vie familiale est peut-être différente des autres. Il peut être confronté à des changements en lien avec la maladie. S'il n'est pas informé adéquatement, c'est sûr qu'il peut se créer des fausses explications qui peuvent être, je dirais, drôlement plus dommageables sur son développement que de connaître la vérité. Donc, je vais conclure là-dessus, vous présenter le petit icône Anna et la mère, là, qui est un outil, dans le fond, un conte qui s'adresse aux enfants d'âge préscolaire, scolaire, puis qui vise vraiment à démystifier le problème de santé mentale d'un proche ou d'un parent. Là. Ça peut être un outil intéressant pour les intervenants pour mettre des mots là, sur les sentiments qui habitent parfois l'enfant. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait une finale de marathon dans la dernière minute. Je vais départager mon écran. Si je comprends bien, ça nous laisserait 5 minutes pour questions, échanges avec le groupe. Effectivement, 5 minutes.
Il n'y a pas de questions sur le chat. Vous pouvez inscrire vos questions sur le chat, ce qui est peut-être plus facile. Je dis ça pour les participants. Ou peut-être l'une à l'autre. Avez-vous des questions à vous poser entre vous ou des remarques à ajouter? Ben, moi, c'est sûr qu'il y avait une dernière diapo là, qui va faire partie quand on va la remettre aux participants, qui relatait vraiment 10 questions là, qui est issue du CAMH. C'est un petit feuillet, vous avez la référence Internet, c'est un outil en français aussi qui répond à ce que les enfants veulent savoir lorsque leurs parents ont vécu une psychose. C'est vraiment 10 questions qui vont de qu'est-ce que la psychose à est-ce que je peux aider papa ou maman à aller mieux? Qu'est-ce qui se passe quand papa ou maman va à l'hôpital? Je trouve que c'est un super outil pour les intervenants pour nous aider à préparer une rencontre avec un enfant, d'adapter nos mots en fonction de ce qu'on croit, de la façon de l'aborder finalement. Là, moi, je me le remets toujours en tête avant de rencontrer un enfant. Ça peut être aussi transmis aux membres de l'entourage de la personne atteinte qui souhaite discuter avec l'enfant de psychose. Même, je le regardais puis je me disais, un enfant 10, 11, 12 ans est en mesure de lire ce feuillet-là. Donc, vous aurez la référence quand on partagera notre diaporama. Puis je trouve ça super intéressant de s'y référer là, comme outil de consultation. Je ne sais pas si mes collègues... Oui. Peut-être pour ajouter quelque chose aussi, c'est que finalement, l'atelier... était aussi question de sensibiliser les soignants parce que finalement, quand on connaît une manière de faire, quand on a un procédé, quand on connaît, on a des liens avec les collègues qui sont spécialisés dans un certain domaine, c'est d'autant plus facile justement. Moi, je sais qu'au début, quand on nous présentait des situations et puis qu'on disait, ben voilà, elle est enceinte ou bien elle va devenir maman, on est paniqué. Enfin voilà, parce que c'est une complexité en plus. On se dit, mais un bébé à venir, c'est pas la même chose que si elle n'arrive pas à avoir un emploi. Bon, l'emploi, ne va pas mourir de faim ou ne va pas être maltraité. Enfin voilà. Mais là, il y a un bébé, donc un être humain, et parfois ça peut être compliqué. Moi, j'ai eu une série de patientes mamans, et actuellement, il y a un qui vient d'être papa. Et finalement, la coordination entre les services, le dialogue entre les services, ça permet vraiment d'aborder la situation en toute tranquillité, même si à la fin, peut-être c'est un enfant qui va être placé ou autre, mais au moins, on accompagne notre patient dans son projet. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment le message auprès des soignants, en tout cas. Ok, super. Geneviève Gagné avait une question. Oui, c'est ça, je me demandais parce que, en fait, moi, dans ma pratique, ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'était un projet d'un nouveau bébé, c'était plus facile souvent d'accompagner notre patient dans ça, mais quand on avait des patients qui nous arrivaient qui avaient déjà des enfants avec toute la crainte que leurs enfants leur soient enlevés ou encore qu'on traumatise les enfants en leur parlant de la psychose, il y avait souvent un réflexe de tenir les enfants à l'écart de nous, de ne pas vraiment vouloir qu'on les rencontre, surtout pas qu'on parle de psychose. Quand Julie, tu parlais du secret, là, en fait, nos patients ont très peur qu'on brise ce secret-là. Puis souvent, ça prenait plusieurs années de suivi avant d'arriver à rencontrer les enfants. Puis je me demandais si vous avez des pistes par rapport à comment arriver à s'assurer que les enfants aient des services plus rapidement quand on n'est pas inquiet au point de signaler. Maintenant. Juste une minute, hein, parce qu'on ne doit pas décaler les autres. Puis c'est vrai ce que tu reflètes, Geneviève, là, c'est une belle observation. Tu sais, on travaille beaucoup avec l'entourage, les proches de la personne atteinte aussi. Fait que moi, souvent, j'essaie d'aller chercher une tierce personne de confiance. Souvent, ça a été le grand-parent, justement, qui m'aidait aussi à avoir accès à l'enfant dans la mesure où c'était adéquat de le faire, puis c'était souhaité par tous, mais qu'il y avait une méfiance chez le parent. Je trouve d'aller chercher une tierce personne de confiance pour l'enfant, ça peut aider à faire ces rencontres-là. Souvent, ça passait par le grand-parent, donc le parent de la personne atteinte, là, les fois que j'ai eu à m'y prendre de cette façon-là. Extra. Je mets juste un truc à tout le monde, là, parce qu'en fait, il existe toute une littérature. Titi Solantaus, qui est je crois qu'elle vient de Finlande, en fait, a fait toutes sortes de petits livres vraiment bien faits pour comment est-ce qu'on parle aux enfants de la maladie des parents, de quelles préoccupations vivent les parents à l'égard de ce qui se passe chez leurs enfants. C'est traduit en français, on pourra en donner la référence. On peut les commander, enfin, ils existent, ils ne sont pas très chers, et puis ils permettent bien d'aborder cette question d'une manière tout à fait vraiment adaptée dans les formulations. C'est que ce serait un autre sujet. Comment est-ce qu'on s'occupe des enfants
de patience, mais on aura d'autres conférences dans les années qui viennent. Donc voilà, je crois qu'on doit rester un peu dans le temps. Il est 17 h pile. Comme il y a juste 10 minutes pour le changement d'atelier, vraiment merci beaucoup aux 3 présentatrices excellentes de cet atelier.